Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde essaie de voter. Mais que ce soit des relations, on essaye de... Prince, aujourd'hui, il y a un musée qui fait polémique en Allemagne. C'est pas un musée, c'est plus qu'un musée, c'est la Fondation Humboldt. On a choisi de replacer le musée ethnographique dans un château prussien. Rénové, avec des œuvres qui étaient déjà dans ce château qu'on va remettre là-bas. Je dirais simplement, vous, est-ce que ce genre de choses, ça vous choque? Oh, disons que beaucoup de choses ne me choquent plus depuis longtemps. Quand je vois ce qui se passe en Europe par rapport à l'Afrique, il y a une malcompréhension presque endémique. On peut expliquer pourquoi. Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment les Européens au XXIe siècle continuent à voir l'Afrique? C'est-à-dire que les Européens ne voient pas ce berceau de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont réduit l'Afrique à la période de déclin. À la période de déclin, disons les 4 derniers ou 6 derniers siècles, esclavage, colonisation, c'est ça l'Afrique. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent toujours pas à percevoir que mais il s'agit d'un continent qui a mis l'humanité au monde. Et que si, pendant tous ces millénaires, l'Afrique a fonctionné, l'Afrique a produit, l'Afrique a inventé, mais tout ça, ça a disparu des mémoires, mais pas seulement des mémoires des Européens, mais même des mémoires des Africains. Les Africains aujourd'hui sont perdus. Excusez-moi d'être franc. Les Africains d'aujourd'hui sont perdus parce qu'ils n'ont plus de repères. Les repères ont été enlevés. Alors, et c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous allez en Allemagne, en France, vous retrouvez l'Afrique qui a été emprisonnée quelque part. Et les Africains eux-mêmes, ils n'ont pas accès à ces repères. Alors, et ils n'ont pas eu accès à ces repères, ce n'est pas une génération, ce n'est pas 2 générations, ce n'est pas 3 générations. Depuis, ils n'ont plus accès. C'est-à-dire on a vidé l'Afrique de l'essentiel pour mettre ça ailleurs et pratiquement pour enfermer. Et les Africains eux-mêmes, ils n'arrivent plus à se reconnecter avec eux-mêmes. Donc, quand je suis les débats en Europe, Humboldt, ou ce que le président Macron vient de dire, etc., on se dit, mais il y a quelque chose qui doit se passer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter un peu de voir cette image de l'Afrique en déclin, comme si c'est toujours ce qui a été, et ce qui a poussé un président français à dire que l'Afrique doit entrer dans l'histoire. L'Afrique est l'histoire de l'humanité. Donc, c'est-à-dire ce manque de connaissances profondes est lié aussi à une arrogance. C'est ça c'est-à-dire en gros, notre travail doit consister à dépasser aussi bien chez les Africains que chez les Européens ou chez les Américains. Parce que vous ne pouvez pas dire que pendant des milliers d'années, les gens ont inventé, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, que ce soit en architecture, et que ce soit en poésie, que ce soit en religion. Et puis brusquement, ils se retrouvent dans une situation, effectivement, où on peut dire, mais ils ne sont même pas encore entrés dans l'histoire. Donc quand maintenant, en Humboldt, tout ce qu'on a pris aux Africains, on veut maintenant enfermer ça dans un palais luxueux. Au lieu de dire, mais il est temps que les Africains retrouvent leurs repères. Mais ça veut dire qu'on ne s'est pas encore compris. Et c'est ça le drame. Je pense que le fait que vous soyez déplacé depuis Paris, depuis la France, pour venir ici, ça veut dire qu'il y a quand même une inquiétude quelque part. Comment est-ce que nous voulons construire ce monde d'aujourd'hui? Et que l'Afrique qui a tout inventé depuis le début de l'humanité, et cette Afrique est en train de revenir, je crois que tout le monde est conscient de ça. Ceux qui savent au moins, savent que l'Afrique est en train de revenir. Alors cette Afrique-là,
Mais qu'est-ce qu'elle va donner encore à cette nouvelle humanité? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne peut pas continuer à dire non, nous allons faire des palais luxueux pour enfermer les repères africains en Occident. Il est grand temps. Alors, je vais vous donner une image, excusez-moi, que cette image ne vous choque pas. Imaginez-vous aujourd'hui, en 2018, les relations de force au niveau international ont tellement changé que la Chine maîtrise l'Europe. La Chine maîtrise l'Europe et décide que tout ce qu'il y a dans les églises européennes, allez, on prend, on enlève. Toutes les églises. Et on amène ça en Chine. Et on construit de beaux bâtiments en Chine pour enfermer tout ce qu'on a fait en France. Et les Français, c'est-à-dire, restent sans repère. Parce que quand vous enlevez la religion, la spiritualité à un être humain, vous lui avez enlevé son âme. Donc les Français vont donc vivre comme ça, sans repère français, pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et bon, comme la nature a horreur du vide, on va remplir tout ça par la spiritualité chinoise, les inventions chinoises, où les Chinois vont dire, de toute façon c'est nous, eux là, les Français, ils n'ont rien inventé, ils sont des sauvages. Donc vous comprenez, je donne cet exemple pour que le français moyen comprenne l'ampleur des dégâts. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour l'humanité. L'humanité, on doit gérer de telle manière que chacun apporte sa part de richesse pour donner à l'ensemble de l'humanité. C'est comme ça que nous pouvons progresser. Mais avant que les gens comprennent ça, je pense qu'il y aura du travail, mais est-ce qu'on pourrait pas déjà saisir au vol les déclarations de M. Macron qui sont finalement quelque chose qui sont de la mauvaise conscience par rapport à la période coloniale? On n'a peut-être pas une vision aussi large de l'histoire que ça, mais au moins peut-être qu'on est prêt à regarder notre passé colonial. Est-ce que il faut déjà pas modestement saisir cette occasion pour faire avancer les choses, que au moins on commence à dire, ben oui, pendant la période coloniale, eh ben, on n'a pas fait des choses forcément très bien. Est-ce qu'il ne faut pas déjà saisir cette chance? Mais je pense que quand j'ai entendu le discours du président Macron, je me suis dit, est-ce que j'entends bien? Est-ce que ce que j'ai reçu là, c'est vrai? Il a dit ça? Bon, et puis j'ai regardé toute la vidéo, etc. Et je me suis dit, waouh, il y a une jeunesse, une nouvelle jeunesse en Europe. Parce que ça, c'est très, très important. Une nouvelle jeunesse en Europe qui est en train de voir ce qui s'est passé et qui a pris conscience. Alors, quand cette jeunesse-là arrive à un niveau de décision, comme chez le président Macron, il a dit ouvertement que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Sauf qu'en tant qu'homme politique, il y a des lourdeurs dans son propre pays. Qu'est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est pas le discours habituel. On est habitué à ce que le colonialisme c'est un bienfait de l'humanité au peuple africain. Oh, cette jeunesse-là, je la connais, cette jeunesse, parce que j'ai enseigné à Berlin, j'ai enseigné à Lyon 2, à l'université de Berlin. Je connais cette jeunesse-là qui est en train de monter. Et le président Macron, c'est cette jeunesse-là qui arrive maintenant au pouvoir de décision. Mais lui-même, il faudra qu'il affronte des lourdeurs dans son propre pays. Des lourdeurs de plusieurs niveaux, des lourdeurs juridiques. Parce que comme je vous disais, si les Chinois prennent tout là en France, après les Chinois font des lois pour dire que tout ce qu'ils ont en Chine là, ça appartient à la Chine. Et on ne peut même pas donner ça, rendre ça à quelqu'un. Il faut déjà vaincre ce niveau juridique. Parce que ce sont des lois scélérates. Vous venez, vous volez chez quelqu'un, et puis vous décidez ce que vous avez volé vous appartient juridiquement, et qu'on ne peut même pas revenir là-dessus. C'est très grave. Maintenant, c'est autre chose. On pourrait parler de recel de vol. Alors justement, j'ai eu dans mon bras de fer avec l'Allemagne fédérale, sur le Tanguay, la pro-princière de mon grand-père, puisque c'était le roi ici, quand les Allemands sont venus, il a dit que lui ne signe pas le contrat
de transfert de souveraineté, il refuse, il veut rester indépendant. Donc quand il y a eu la guerre, les Allemands ont donc pris le symbole le plus précieux de son pouvoir, c'est le tanguay, c'est-à-dire une proue princière. Maintenant, à partir du moment où les Allemands ont ça, nous sommes dans un bras de fer parce que je dis, mais écoutez, le consul allemand qui a pris, il a écrit, il a publié un livre en 1914 où il décrit comment il a pris. Il a d'abord demandé à la marine de ne pas encore bombarder parce qu'il veut entrer dedans et voir ce qu'il y a de précieux. Il prend donc le tanguay de mon grand-père et maintenant, il donne ce tanguay au musée ethnographique de Berlin et il devient directeur. Ce que les Allemands appellent curato. Il devient directeur du musée. Donc, c'est du recel. Alors, je suis allé dans les lois allemandes de 1884 et j'ai vu que le recel était interdit par la loi allemande. Alors, je présente ça aux Allemands. Voici votre loi à l'époque. Recel interdit. Et aujourd'hui, je réclame le tanguay de mon grand-père. Vous me dites non. Mais vous êtes en contradiction avec votre propre loi. Et je crois que si on fouille dans les lois françaises, etc., le recel, c'est quelque chose qui est interdit. Pas seulement aujourd'hui. Donc, c'est là où on vient donc aussi dans des contradictions juridiques. Vous avez pris ça très souvent par recel, et puis vous dites maintenant, vous faites une loi pour dire que non, tout ce que vous avez pris par recel là, on ne peut pas. Alors, il y a un problème. Je pense que notre travail aujourd'hui, notre génération aujourd'hui, c'est de laisser à ce que les deux côtés puissent se comprendre, puissent s'asseoir, puissent se comprendre, et que nous avons quelque chose de très important à sauver, c'est la paix. Mais vous ne pouvez pas avoir la paix quand il n'y a pas cette communication, quand il n'y a pas cette sincérité des deux côtés. Vous ne pouvez pas sauvegarder la paix. Et la paix, moi je pense que nous sommes arrivés à un tournant tellement dangereux au niveau de l'histoire de l'humanité, parce que, vous savez, il n'y a plus de monopole de la violence. C'est terminé. Aucun pays au monde, même les États-Unis, personne ne peut plus dire que moi j'ai le monopole de la violence. Donc on doit voir comment on peut gérer pour ne pas déstabiliser cette paix. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris l'essentiel à un peuple, vous devez faire attention. Il faut créer des passerelles. Et je crois que c'est ce que le président Macron, n'est-ce pas, c'est ce qu'il a touché, l'a réveillé. Alors, c'est pas du tout pour faire de la promotion de la France, et d'ailleurs c'est pas l'objet de notre émission, mais on a l'impression que, bon, la France s'en est souciée, mais à lancer, il faudrait que, hein, quand on va en Allemagne, et en France, tout le monde est d'accord sur le principe. Bien sûr, c'est normal. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Mais dès qu'on aborde la faisabilité, je me dis, oh là là, il va falloir du temps. Que rend-on? À qui le rend-on? Qui en fait la demande? Qui est légitime pour en faire la demande? Et globalement, on a l'impression que tout le monde essaie de botter en touche, de gagner du temps, et puis on dit, il faut une loi. Alors, une loi en France, une loi en Allemagne, une loi au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'il y ait un dialogue sincère et une volonté. Encore une fois, pour moi, il s'agit de la volonté, c'est-à-dire comment sauvegarder la paix de manière durable. Parce que ces choses-là vont amener des conflits incroyables. On ne peut pas jouer la loi, etc. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut réparer. Tant qu'on ne veut pas, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à réparer, et qu'on est encore dans son arrogance, par exemple, on va faire le Humboldt Forum, des choses comme ça, on est en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Donc, et je crois que même en France, ce n'est pas une partie gagnée. Même en France, ce n'est pas une partie gagnée. C'est-à-dire qu'il y a la volonté du président Macron qui a été exprimée, mais il y a toutes ces attaques contre le président Macron qui sont arrivées en France. Hey, qu'est-ce qu'il veut faire là? Non. Bon, maintenant, en même temps, comme c'est lui le président, il a aussi des gens qui adhèrent à cette thèse. Mais alors, et c'est là où vous avez, on dit, bon, la circulation.
il faut que ça circule à Paris, à Dakar, etc. Mais la circulation pour beaucoup de choses, mais quand il y va des choses essentielles, profondes, comme je vous ai dit, si les Chinois viennent maintenant, ils dévalisent toutes les églises en France, tout ce qui est spirituel et religieux en France, tout ce qui est important pour les... Ils enlèvent ça. Après, bon, à un moment, ils vont dire, bon, écoutez, on va permettre la circulation. Aujourd'hui, ça peut aller en France, demain à New York, etc. Il y a un problème. Il y a des choses qui sont tellement essentielles qu'on ne discute pas là-dessus. On ne discute pas là-dessus, il faut rendre. Bon, il y a les autres qui n'ont pas cette valeur-là, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand les Africains demandent la restitution, ça ne veut pas dire que ces musées-là vont être, les musées européens vont être vides, non. Mais il s'agit de voir l'essentiel. Quand vous allez au musée de Tervuren, vous avez plus de 500 000 objets qui appartiennent aux Congolais. Et les Congolais eux-mêmes, il faut rendre, il faut que l'âme revienne. L'âme qui a été emprisonnée. Il faut qu'on permette à cette âme de revenir pour rétablir l'équilibre de la personnalité. Alors vous savez que là-dedans, il y a une réponse qui est toujours prête. Aujourd'hui, les Africains n'ont pas les structures pour accueillir ces œuvres. En plus, comme 90% des œuvres africaines sont en dehors de l'Afrique, ils n'ont pas les structures pour accueillir, il y en a tellement. Ils n'ont pas les structures et ils n'ont pas l'hydrométrie dans les musées, la sécurité, ils n'ont pas d'inventaire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je crois qu'il y a des réponses. La première réponse, c'est que quand ils ont pris ça, c'était pas chez les Africains. Est-ce que c'était dans des musées européens en Afrique avant qu'ils ne prennent ça? C'est les Africains qui eux-mêmes géraient leurs objets de culte, d'adoration, et n'oubliez pas qu'il y a eu ce qu'on appelle une altération. C'était des œuvres de culte et d'adoration que les Européens ont transformées en objets d'art marchand. Maintenant, ils disent, pour le retour, mais quand les Allemands m'ont apporté cet argument, je n'en revenais pas, je dis comment? Le tanguy de mon grand-père, et c'est moi le successeur. Et ils me disent que, d'abord toi-même c'est qui là? Comment est-ce que tu peux réclamer? Tu n'es pas l'État du Cameroun. Mais est-ce qu'ils ont pris ça à l'État du Cameroun? Ils ont pris ça dans le palais de mon grand-père. Et moi, je suis le successeur, assis sur ce trône-là. Et je dis, mais rendez à la famille. Ils me renvoient à l'État. C'est là où déjà le premier bas blesse. Ils n'ont pas pris ça à l'État du Cameroun, en 1884. Est-ce que l'État du Cameroun existait? L'État du Cameroun existe depuis 1960. Donc c'est déjà là les premières contradictions au niveau même de la façon de penser et de réfléchir. Pour l'âme de l'Africain, ce n'est pas au niveau de la République. Il faut, les Africains le savent. Quand un Africain meurt, même s'il meurt à Washington, qu'est-ce qu'on fait? On transporte le corps, on l'amène au village. Et au village, quand on le met à terre, on dit que la terre de tes ancêtres te soit légère. C'est ça l'Afrique encore aujourd'hui en 2018. Donc quand on me dit que ces objets, on va les rendre, mais ça alors, nous n'existons pas. Il faut d'abord qu'il y ait un État, c'est-à-dire une république, une capitale à Yaoundé, qui ne comprend pas nécessairement, n'est-ce pas, ce qui se passe chez les Bamoun, chez les Douala, chez les Bamileke ou chez les gens du Nord. Non, parce que là, il y a, attention, l'Afrique profonde n'a pas disparu. L'Afrique profonde est présente. Et c'est cette Afrique profonde qui attend ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questions de modernité. Vous voyez par exemple la ville de Douala, là où nous sommes, il y a beaucoup d'humidité. Bon, avec maintenant les conditions actuelles, il faudrait probablement construire un certain nombre de choses. Mais est-ce que nous voulons des musées? Est-ce que nous, les Africains, nous allons dans les musées? C'est déjà cette question qu'il faut se poser. C'est que ce qu'on appelle ces objets-là, ce sont des objets vivants.
vivants qui sont enfermés dans des bâtiments en Europe. Et c'est pour ça que moi je dis il faut les délivrer. Quand ils vont arriver ici, c'est-à-dire que c'est cette combinaison entre ce qu'on appelle objet entre guillemets et l'âme du peuple. Il y a une dynamique, il y a de l'énergie qui circule. Et cette énergie n'existe pas dans ce qu'on appelle les musées. Donc, il ne faut pas que les Européens se disent, comme ils ont construit des musées, et attention, il faut qu'on se rappelle, quand est-ce qu'on a construit ces musées en Europe? C'est quand il y a eu la conquête coloniale. Que ce soit l'Allemagne, la Belgique, c'est quand il y a eu la conquête coloniale qu'ils se sont dit, mais tout ce qu'on va prendre, on va mettre ça où? On a grand construit des musées. Et maintenant, eux, ils nous disent, il faut reproduire ces maisons-là. Le modèle colonial, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai qu'il faut créer des infrastructures. Et je crois que l'Europe a une responsabilité très lourde. Par exemple, le Tanguay de mon grand-père, il a déjà mis plus de 100 ans à Berlin. Alors ils vont rendre ça, même le jour où ils vont décider de rendre. Parce que je leur dis, vous montez, vous descendez, vous allez rendre. C'est une question de temps. Bon, le jour, donc on va jeter ça comme ça ici. Non, il faut quand même des réparations. Ne serait-ce que symbolique. Pour qu'on voit. Et moi, je parle toujours de réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, au niveau de l'Europe et de l'Afrique, une volonté de réconciliation. Quand quelque chose comme ça revient, il faut que ce soit bâti. C'est-à-dire, ensemble, on dit, bon, ok, il y a quand même un mal qui a été fait. Et financièrement, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet objet dans sa vitalité première. C'est ça. Alors on dit, on va rendre à qui? Mais bon Dieu, l'Afrique existe. Nous sommes là, nous sommes présents. Et vous allez nous dire, mais on va rendre à qui? Vous avez pris ça à qui? Le Bamoun sait que ça, c'est le trône du roi Njoya, qui est à Berlin. Mais ce trône du roi Njoya, nous venons de publier un livre là. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? On dit que c'est un cadeau, c'est pas vrai. Alors, donc c'est tout ça. Et le roi Njoya n'existe plus. Il n'y a plus de royaume de Bamoun. Donc, il faut que les choses reviennent là où elles ont été prises. Ce qui est vrai, c'est que vous pouvez dire, ah mais, par exemple, maintenant, cet objet a été pris à un endroit où maintenant, on ne sait plus si c'est le Nigeria ou si c'est le Cameroun. Vous avez ce genre d'argument. C'est un argument qu'on entend souvent. Voilà. Mais les Africains, on va s'entendre. Parce que nous ne fonctionnons pas au niveau des républiques. Nous fonctionnons au niveau des peuples. Et ça, c'est la réalité quotidienne. Quand nous faisons nos grandes cérémonies royales, mais on sait comment est la parenté. Et ceux qui sont même de l'autre côté, ils viennent. On fait ensemble parce que c'est cette parenté-là. Ce n'est pas au niveau de la République. Sinon, il y a 2 ou 3 républiques, mais ça, ce sont les tracés de la colonisation. Donc, c'est ça que je peux dire. Et que les prétextes, ça suffit. Les prétextes en Europe, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Ça suffit. Nous sommes là. Nous sommes là et c'est une Afrique qui est en train de venir en force. Et il faut se réconcilier avec cette Afrique avant qu'il ne soit trop tard. Les objets que vous avez devant vous, c'est quelque part la preuve de la légitimité de votre demande de restitution, parce que ce sont les attributs du pouvoir et que vous détenez de vos ancêtres. Vous pouvez nous les présenter, ces objets? Ça, ce n'est que les petits objets. Oui, voilà, puisqu'ils étaient là. Nous expliquer ce que c'est, ça, par exemple. Oui, bon, ça c'est... vous savez, ça c'est l'ébène. Et l'ébène, vous ne pouvez, même l'humidité ne peut pas attaquer ça, n'est-ce pas? Même l'humidité ne peut pas attaquer ça. Donc, ça c'est un symbole très fort que vous retrouvez quand même dans un certain nombre de pays africains comme symbole de la royauté. Mais comme quand on vous... le jour où on vous intronise, on vous demande tu veux quel genre de règne? Le règne de la guerre ou le règne de la paix? Et en général, il faut discipliner les gens. Vous êtes obligé de pouvoir taper fort. Mais la paix est très importante. Et ça, c'est le symbole de la paix. C'est-à-dire que même quand vous tapez fort, il faut savoir réconcilier. Il faut savoir donner la paix au peuple, donner la paix à tout le monde. Et c'est ça que nous voulons aussi avec l'Europe. Que nos relations changent.
que les relations ne soient plus des relations de domination, mais que ce soit des relations où on essaie de se dire comment est-ce que nous pouvons faire pour vivre à la paix avec les autres. Comment pouvons-nous vivre pour enrichir l'autre et que lui aussi, il nous enrichisse. Mais il y a d'autres symboles de pouvoir. Moi, je suis encore assis sur le trône de mon grand-père, n'est-ce pas, qui régnait déjà en 1846. Ce trône existe toujours. Ouais. Donc, ça dépend des cérémonies, ça dépend de l'occasion pour que telle ou telle chose puisse se sentir.